Il est 10h ici à Paris. Bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Parlons-en, votre rendez-vous avec l'info qui prend son temps. Voici les titres de ce mardi. Le Hamas veut un cessez-le-feu à Gaza, dit Donald Trump depuis Washington où il reçoit Benyamin Netanyahou. Fragile, très fragile espoir de trêve après 21 mois de guerre. 57 000 morts dans l'enclave selon les autorités contrôlées par le Hamas. Une enclave où sont toujours retenus, morts ou vivants, une cinquantaine d'otages du 7 octobre. C'est la première visite d'État d'un président français au Royaume-Uni depuis 17 ans et la première d'un dirigeant européen depuis le Brexit. Emmanuel Macron est à Londres pour 3 jours. Des ors du château de Windsor au bureau de Keir Starmer, une visite officielle très lourde en symbole. Et puis 2000 hectares de forêt détruits par les flammes en à peine plus d'une journée dans le sud de la France. Le feu progresse très vite aux portes de Narbonne, dans l'Aude. Plus d'1 millier de sapeurs-pompiers mobilisés pour empêcher les flammes de gagner les quartiers sud de la ville. La France, on va y rester dans ce rendez-vous d'infos. Dans une arène politique qui marche sur les braises depuis un an, l'Assemblée nationale, issue des législatives anticipées de juin et juillet 2024, des élections provoquées par la dissolution engagée par Emmanuel Macron, alors que depuis quelques heures, le président français peut à nouveau, très théoriquement, dissoudre l'Assemblée nationale. Faisons le bilan de ces 12 mois d'une législature pour le moins compliquée qui n'a pas apporté, c'est un constat partagé par tous, la clarification voulue par le chef de l'État. Comment dès lors envisager la suite alors que les négociations sur le budget 2026 vont commencer après l'été? Le gouvernement est-il condamné à la paralysie? Dissolution un an après, bis repetita. Question posée ce matin à mes invités, Flore Simon, Stéphane Zumsteg et Jean Garrigue. Bonjour à tous les trois, merci d'être là. Bonjour. On a beaucoup de choses à se dire, c'est Parlons-en et c'est parti. Bonjour Flore Simon, vous êtes ici chez vous du service politique de France 24. À vos côtés, Stéphane Zumsteg, bonjour. Bonjour. Merci d'être là, directeur du département politique et opinion à l'Institut de sondage Ipsos. Et Jean Garrigue, merci d'être là. Vous êtes historien, spécialiste de l'histoire de la vie politique française. Je signale l'apparition en poche des grands discours qui ont marqué la France, mais aussi les grands discours qui ont marqué la France, oui, mais aussi les jours heureux quand les Français rêvaient ensemble, qui est sorti chez Payot. On en reparlera précisément. Comment qualifier le moment politique dans lequel on se trouve en ce mardi 8 juillet, à quelques jours des vacances parlementaires, après 12 mois d'une législature extraordinairement compliquée? Avant d'en débattre ensemble, on fait le point en images avec Sophie Samaï. 9 juin 2024, le Rassemblement national sort largement en tête des élections européennes en France. Moins d'une heure après les résultats, Emmanuel Macron prend le pays de court et annonce la dissolution de l'Assemblée nationale. Après avoir procédé aux consultations prévues à l'article 12 de notre Constitution, j'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. S'ensuit une campagne électorale express marquée par le rassemblement inattendu de la gauche sous la bannière du NFP, le nouveau Front populaire, et une crise interne chez les Républicains. L'extrême droite reste finalement aux portes du pouvoir, freinée par des désistements électoraux pour faire barrage au Rassemblement national. Mais le paysage politique apparaît plus fragmenté que jamais, avec 3 blocs politiques et aucune majorité. Il faut ensuite attendre près de 2 mois et de nombreuses spéculations pour qu'Emmanuel Macron désigne un Premier ministre en la personne de Michel Barnier, aux grandes dames du NFP qui s'estime bafoué. Cet ancien commissaire européen, homme politique de droite, nomme son gouvernement le 21 septembre, mais se heurte rapidement aux difficultés et aux critiques, notamment sur l'épineux dossier du budget 2025. Il échappe de justesse à une première motion de censure en octobre, mais pas à la seconde 2 mois plus tard. Majorité requise pour l'adoption de la motion de censure 288. Pour l'adoption 331. La majorité requise étant atteinte, la première motion de censure est adoptée. Il n'y a pas lieu de mettre aux voix la seconde motion. Le 5 décembre 2024, Michel Barnier remet sa démission au président français. Quelques jours plus tard, c'est François Bayrou qui s'impose à Emmanuel Macron pour le remplacer. Un choix loin de faire l'unanimité, qui résiste tant bien que mal aux menaces de censure, lui qui a échappé à 8 motions en l'espace de quelques mois. Il faut dire que depuis un an, le gouvernement est taxé d'immobilisme. L'Assemblée nationale, elle tourne à vide, minée par le tripartisme et les blocages à répétition. Les coalitions scellées il y a un an se fragilisent et les textes s'enlisent.
Pour y remédier, Emmanuel Macron pourrait renouveler l'expérience, lui qui retrouve ce mardi son pouvoir de dissolution. Mais l'efficacité de cette arme de dissuasion visant les députés prêts à censurer une nouvelle fois François Bayrou semble aujourd'hui bien amoindrie. Jean Garrigue, en regardant ce reportage et ce récap signé Sophie Samaï, en fait, on ne sait pas comment qualifier l'année qui vient de se passer. Ça fait à la fois série Netflix avec des rebondissements dans les premiers mois incroyables, puis une paralysie. Comment la qualifier ? C'est en tout cas des crises politiques les plus graves de la Ve République. Moins une crise de la démocratie, comme on le dit d'ailleurs, qu'une crise de la politique. Parce qu'on voit bien aujourd'hui qu'il y a un rejet massif de tout ce qui est la politique. Une incompréhension de ce qui se passe, parce que la clarification n'a pas eu lieu. En tout cas, ce n'était pas cette clarification que souhaitait Emmanuel Macron. Je suis de plus en plus persuadé, et c'est peut-être un peu paradoxal, que ce que souhaitait Emmanuel Macron, c'était la victoire aux élections législatives du Rassemblement national. Pour tenter l'expérience, je ne peux pas croire qu'il ait sous-estimé à ce point la capacité de la gauche à se réunir, mais je pense qu'il n'attendait pas le nouveau Front populaire, il n'attendait pas le Front républicain du second tour, et il pensait que éventuellement un Premier ministre comme Jordan Bardella, au pouvoir, allait s'user comme ses prédécesseurs, comme ça arrivera immanquablement à celui qui succédera à François Bayrou, et j'ai l'impression qu'au fond, dans sa tête, la clarification, c'était ça. Et ce qui s'est passé, c'est l'inverse. Et on a une situation, vous l'avez évoqué, une situation totalement atypique. Vous avez une assemblée divisée en 3 blocs et même morcelée en 11 groupes différents, ce qui est totalement contre-intuitif par rapport à l'esprit et au fonctionnement de la Ve République. Donc vous avez un blocage absolu, parce que vous avez un président qui est totalement démonétisé, un Premier ministre aujourd'hui qui a les mains liées et qui en plus a été défaillant sur plusieurs points. Et puis vous avez cette situation de blocage parlementaire. Donc forcément, pour les Français, ils se disent mais à quoi ça sert ? À quoi ça sert ? Flore Simon, est-ce que Emmanuel Macron a compris que les Français n'avaient toujours pas compris ? Bonne question, Pauline. Je ne sais pas vraiment, mais ce qu'on voit, c'est qu'il maintient une forme de suspense autour d'une éventuelle nouvelle dissolution. Alors, il y a un mois, il a dit que si les formations politiques bloquaient l'Assemblée nationale, il dissoudrait de nouveau. Et puis, vendredi dernier, il a dit que finalement, ce n'était pas son intention. Donc, comme ça, il laisse planer un espèce de suspense autour d'une nouvelle dissolution. C'est un moyen aussi pour lui si vous voulez, de mettre les oppositions sous pression, c'est-à-dire que ceux qui seraient tentés de censurer le gouvernement de François Bayrou à l'automne et qui n'ont pas forcément intérêt à retourner aux urnes tout de suite. Si on réfléchit, aucun des partis représentés à l'Assemblée nationale n'y ont intérêt. Le RN peut-être gagnerait des sièges, mais Marine Le Pen ne pourrait pas se représenter puisqu'elle est sous le coup d'une inéligibilité. Donc Emmanuel Macron, il joue un peu comme ça on ne sait pas sur quel pied danser. Et puis c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il peut être surprenant. Il avait dit au moment des européennes, le résultat des européennes, la réponse sera européenne. Résultat des courses, il a dissous l'Assemblée nationale. Donc, on peut s'attendre à tout. Et en effet, le chef de l'État laisse planer le suspense autour d'une éventuelle ou non dissolution. Il dit un peu tout et son contraire. Signe Stéphane Zumsteck de la grande confusion dans laquelle on se trouve un an après cette dissolution. Il y a eu ce sondage IFOP, qui n'est pas de votre institut, il y a quelques semaines, disant que 50% des Français se disaient favorables à une nouvelle dissolution. Un chiffre qui, selon l'IFOP, était en progression de 9 points par rapport au mois de juin. En l'état, a priori, s'il y avait des élections demain, les résultats seraient sensiblement les mêmes que ceux qu'on connaît aujourd'hui, avec la conséquence de la paralysie. Donc c'est un serpent qui se mord la queue. Oui, alors, vous avez raison de citer ce chiffre qui montre qu'en gros, les Français sont très clivés. Il y a une moitié mais de quels Français s'agit-il ? En fait, les Français, le profil politique des Français qui seraient aujourd'hui favorables à la dissolution, ce sont les partisans des partis qui considèrent être prêts à une élection présidentielle. Tout le monde, y compris l'électorat, a déjà les yeux rivés sur cette élection présidentielle. En l'occurrence, les Insoumis, parce qu'ils ont déjà leur candidat quelque part, c'est Jean-Luc Mélenchon, et le Rassemblement national, parce qu'ils ont déjà leur candidat au pluriel. Si c'est pas Marine Le Pen, ce sera Jordan Bardella, et ce sera aussi bien, dans l'esprit en tout cas, de cet électorat. Évidemment, quand on voit les électorats un peu plus centristes ou des partis dits de gouvernement, écologistes, socialistes, le bloc central et les républicains, là, c'est totalement l'inverse. Ces gens-là ne sont pas parce qu'ils s'estiment
absolument pas prêts, parce qu'il n'y a pas encore de candidats. Même le processus de sélection au sein de ces différents partis n'a pas encore été mis en place. Eux ne sont pas prêts et ne veulent évidemment pas d'une dissolution. Alors, au-delà du souhait des Français, vous disiez tout à l'heure, s'il y avait de nouvelles élections législatives, ça ne changerait rien. Ça ne changerait pas grand-chose, mais il y a surtout quelque chose qui est quasiment évident, c'est que le bloc central, l'ancienne Macronie, s'effondrerait encore plus. C'est pour ça que ce geste politique d'Emmanuel Macron me paraîtrait totalement suicidaire. Enfin, il a pris une décision seule qui a suscité lassitude, exaspération, puis enfin colère de la part de l'opinion publique, parce que tout le monde a considéré que c'était une décision unilatérale, une sorte d'un homme politique vexé par les résultats, par la gifle électorale qu'il avait enregistrée lors des élections européennes, et qui décidait comme ça de dissoudre. Et en même temps, une mobilisation très forte pour les législatives anticipées. Ça a été la grande surprise, effectivement, ce front républicain. Mais Emmanuel Macron, rappelez-vous ce qu'on disait après la chute du gouvernement Barnier, alors qu'il cherchait un nouveau Premier ministre. Il y avait cette petite musique, notamment entretenue par les Insoumis, mais pas que. Il faudra une clarification. La clarification, c'est pas une dissolution, c'est le départ. C'est la destitution, c'est le départ ou la démission du président de la République. Ça commençait à devenir dangereux pour lui. Il y a eu ensuite une séquence diplomatique qui lui a permis de gagner du temps. Il n'a pas regagné de la popularité dans l'opinion, mais au moins il a fait la démonstration de son utilité en tant que président de la République pour représenter la France sur la scène européenne et sur la scène internationale. Mais après la gifle des européennes, après la gifle de la clarification qui n'est pas venue lors des élections législatives, s'il rééditait, je ne suis pas stratège d'Emmanuel Macron, mais je suis assez sûr de moi sur ce que ça pourrait donner, s'il rééditait cette envie de dissoudre l'Assemblée, ce serait encore plus une déroute pour le bloc central que ce qu'on a vu l'année dernière. Comment, à ce moment-là, pourriez-vous justifier le fait que vous allez rester à l'Élysée jusqu'en 2027 ? J'en doute. Ni dissolution, ni démission d'Emmanuel Macron, si on essaie de rester un peu sur l'illisibilité en ce moment de la vie politique et de l'action publique. On a un bloc central, on ne sait plus trop comment le qualifier, mais qui se maintient au pouvoir malgré la double raclée des législatives des européennes. On a la droite qui a 47 députés, mais dont les hommes forts sont les plus populaires en ce moment au gouvernement. On a un Sénat qui paraît assez puissant, des commissions parlementaires aussi qui sont assez puissantes et très audibles. Qui comprend ce qui se passe en ce moment ? Je vous dis, je pense que les Français ne le comprennent pas. C'est d'ailleurs, un rendez-vous manqué avec l'histoire. Je veux dire que cette situation atypique sous la Ve République devrait pousser nos élus, nos hommes politiques à comprendre que dans cette conjoncture-là, quand vous avez une tripartition, qui est une tripartition, à mon sens, qui sera durable, même si les équilibres peuvent évoluer. Effectivement, s'il y avait des élections à nouveau, le RN gagnerait plus de sièges et le bloc central s'affaisserait encore un peu plus. Mais cette tripartition, elle est sociologique. Elle n'est pas artificielle, elle n'est pas due au système électoral. C'est trois France. On voit bien que c'est trois France qui pensent différemment, qui voient l'avenir différemment, qui sont plus ou moins optimistes, plus ou moins pessimistes, qui sont plus ou moins protestataires ou pas. Il y a trois France. Et si on ne prend pas en compte cette idée-là qu'il y a trois France, Et c'est ce qui est en train de se passer, c'est-à-dire qu'on va continuer à préparer les élections municipales avec des petits calculs de ci, de là, pour essayer de savoir si les socialistes peuvent s'allier à LFI, mais à condition que LFI ne fasse pas ci, ne fasse pas ça. Si on continue tous ces petits calculs, et surtout le calcul majeur, c'est-à-dire que tout le monde est déjà sur la ligne de lancement vers l'élection présidentielle de 2027, je pense qu'on ne comprend rien et qu'on ne résoudra rien à la situation. Si vous écoutez un petit peu les leaders et les pré-candidats à l'élection présidentielle, ils sont tous persuadés que par la grâce de leur élection, tout va se transformer. Il va y avoir une majorité absolue derrière Jordan Bardella, derrière Mélenchon, parce que un second tour Mélenchon-Bardella, à mon sens, est envisageable dans la conjoncture actuelle. Et donc, tout le monde est persuadé que, comme d'un coup de baguette magique, cette profonde division des Français va disparaître. Moi, j'y crois pas du tout. Et c'est là qu'effectivement se pose la question de la clarification. Mais pour répondre à la question, moi, il me semble qu'aujourd'hui, dans la conjoncture actuelle, ce qu'il faut, c'est une révolution culturelle des élus. Et notamment des élus nationaux, c'est-à-dire qui comprennent qu'il y a quelque chose qui s'appelle la culture du compromis, de la coalition, qui existe partout en Europe, sauf en France,
et que cette culture de la coalition, elle a existé sous la 3e, sous la 4e République, elle est inhérente aussi au fonctionnement d'un régime parlementaire, car nous sommes un régime parlementaire. Et si vous n'allez pas dans ce sens, mais tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui vont perdurer pendant des années. Parce qu'en réalité, depuis un an, il y avait... on aurait pu effectivement créer de la coalition et ça n'est pas arrivé. Il y avait des possibilités de créer autre chose, étant donné le paysage. Oui, et d'ailleurs, ce front républicain qu'on a vu se soulever, s'unir au second tour pour contrer le Rassemblement national, où est-il aujourd'hui à l'Assemblée nationale? Et je pense aussi que cette participation, qui était quand même assez massive, en tout cas historiquement assez haute, de plus de 60% des gens qui sont des électeurs qui sont déplacés pour le second tour, c'était aussi peut-être dans l'espoir que finalement ces partis qui se sont unis pour contrer le Rassemblement national s'unissent également à l'Assemblée nationale pour essayer en effet de gouverner ensemble. Or, ce qu'on voit, c'est vrai que une union comme ça pour contrer le RN, et on l'a vu d'ailleurs dès le soir du second tour, lors des discours des différents leaders politiques, c'est que finalement ça ne faisait pas un programme. Et aujourd'hui, ce qu'on voit, et en plus il y a 2027 en ligne de mire, c'est que chacun est dans son tunnel de nage et que c'est finalement ce front républicain n'a eu d'effet qu'au soir du second tour des législatives pour contrer le RN. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de dire que on a l'impression à l'Assemblée nationale que le front, il est de plus en plus uni contre les insoumis, contre le bloc qui est à l'extrême gauche de l'hémicycle. Si on prend l'autre côté de l'hémicycle, pour revenir sur ces trois France dont parlait Jean Garry à l'instant, est-ce que dans les mouvements, parce qu'il y en a quand même eu ces 12 derniers mois qu'on a vu s'opérer, il n'y a quand même pas un glissement de la France du milieu, disons, de la droite de l'hémicycle vers l'extrême droite? Récemment, cette rencontre entre Nicolas Sarkozy et Jordan Bardella, qu'est-ce qu'elle dit, ça? De toute façon, quand vous décryptez le nombre de votes de ces de l'année qui vient de s'écouler, vous voyez très bien que, notamment les députés LR, ont voté plus souvent de la même façon que les députés RN. Alors, je pourrais retourner en disant que les RN a voté comme les LR, mais plus souvent de la même façon que les députés RN que... Est-ce qu'il n'y a pas là une clarification? Non, moi, qu'il y ait une course, qu'il y ait un opportunisme, une compétition de plus en plus sauvage et de plus en plus débridée, et on l'a vu avec Laurent Wauquiez, on le voit aussi avec Bruno Retailleau lors de la campagne électorale pour la présidence des LR, à être le plus jusqu'au boutiste sur les questions de sécurité, d'immigration, d'identité. Oui, parce que la bataille se joue à droite, mais la bataille... Le calcul qu'ont fait et Emmanuel Macron et les gens de droite depuis le début, c'est que finalement l'avenir électoral de leur force politique, c'est à droite. C'est toujours plus à droite. Emmanuel Macron, c'est la même chose. Il y a plus de gens de gauche que de gens de droite qui votent pour Emmanuel Macron au premier tour en 2017. Quelque part, Emmanuel Macron, c'est peut-être le en même temps, c'est peut-être une nouvelle façon de raconter la politique, mais c'est plus un candidat de centre-gauche, quelque part, ou en tout cas de centre, que de droite. Et ce qui est que les partis de centre-gauche ou centristes droitisent de plus en plus leur programme, ça, c'est une chose, c'est dans l'histoire de la vie politique. Regardez François Mitterrand, regardez François Hollande. Mais ce qui est remarquable dans ce qui s'est passé depuis 2017, c'est qu'au-delà du glissement traditionnel, de plus en plus à droite, une fois qu'on est aux affaires, et on se sert toujours de la situation économique internationale pour justifier ces glissements ou ces reniements, selon les cas, mais il y a eu une substitution aussi de l'électorat. Ce ne sont plus les mêmes personnes qui ont voté pour Emmanuel Macron en 2022 qu'en 2017. En partie, évidemment. Et ce sont des gens qui, autrefois, votaient à droite. C'est les 20% de gens qui votaient encore François Fillon en 2017, qui se sont mis à voter pour Emmanuel Macron. Donc il y a eu une substitution, une évolution de cet électorat. Donc le glissement à droite, il est évidemment... il est constant et il continue, puisque les LR, on le voit bien, sur certaines questions liées à l'insécurité ou à l'immigration, sont plus jusqu'au boutiste que les candidats ou que les représentants du Rassemblement national. Le Rassemblement national parle d'autre chose que d'immigration et d'identité. Il parle de pouvoir d'achat, il parle d'économie, il parle de réforme des retraites. Quand vous regardez de quoi ont parlé les leaders républicains ces derniers mois, eh bien, ils étaient monothématiques, comme l'était le Front National de Jean-Marie Le Pen autrefois. Et c'est ça le vrai changement. Parce que tout le monde s'imagine qu'il y a des bataillons entiers à récupérer au Rassemblement National. Ce qui, de mon point de vue, des bataillons d'électeurs, ce qui, à mon avis, est une illusion. Quand vous basculez dans le vote RN, c'est pour que le RN soit aux affaires. Alors, je vais reprendre un terme éculé qui a été sorti des millions de fois, mais on préfère toujours l'original à la copie. Si la droite croit qu'elle sera plus crédible que le Rassemblement National sur les questions d'immigration, elle se trompe lourdement. Jean Garry ? Oui. D'accord, sur la droitisation, évidemment. Mais attention, c'est parce que c'est une droitisation de la société française, des électeurs. Donc je veux dire que
il est assez cohérent de la part de ceux qui sont aujourd'hui dans la droite républicaine ou même au centre droit, d'aller dans le sens de ce que veulent les Français. Regardez leur point de vue dans les enquêtes, mais ça, Stéphane se connaît ça mieux que moi, mais sur l'immigration, la sécurité, l'identité, la France bascule vers la droite sur ces questions. Donc on comprend ce calcul. En ce qui concerne les Républicains, il s'agit tout simplement d'essayer de retrouver une place, puisque on voit bien que les deux grands partis qui structuraient la vie politique française jusqu'en 2022, 2017 d'ailleurs déjà, se sont complètement effondrés. Donc les Républicains essayent de trouver une place, et le calcul n'est peut-être pas perdant, parce que imaginons qu'un Bruno Retailleau, qui aujourd'hui peut envisager, je sais pas, un seuil de 10% des électeurs favorables, arrive à se hisser autour des 16-17% qui seront le ticket d'entrée au second tour de l'élection présidentielle, alors beaucoup de choses redeviendraient possibles, ce qui serait quasiment miraculeux pour cette droite qui avait perdu vraiment toute crédibilité, qui avait perdu son espace politique, qui conserve malgré tout le Sénat, ce qui n'est pas totalement inutile. Mais donc, dans la conjoncture actuelle, où moi je suis persuadé que lors de l'élection présidentielle, il y aura 5 ou 6 candidats un peu au coude à coude, peut-être que je me trompe, mais en tout cas, ce serait cohérent par rapport à la fracturation de l'électorat français. Eh bien, il y a peut-être une carte à jouer pour cette droite, et en tenant compte, je le répète là encore, de ce qu'est l'évolution de la société française. On peut pas je veux dire, ce ne sont pas simplement des calculs. C'est pas simplement une droitisation opportuniste. Je pense que c'est une droitisation qui correspond à une droitisation de l'électorat français. C'est-à-dire que les Français, ils ont le cœur à gauche, mais souvent, ils votent à droite. Sauf que les résultats mathématiques aujourd'hui à l'Assemblée montrent qu'il y a un fossé entre la caisse de résonance de quelqu'un comme Bruno Retailleau et le nombre de députés effectifs aujourd'hui des Républicains. C'est une évidence, mais c'est précisément... Alors, les élections municipales seront un premier test pour savoir s'ils peuvent gagner un petit peu de terrain. Mais là, je suis d'accord aussi. Ce qu'avait réussi à faire Nicolas Sarkozy en 2007, c'est-à-dire aller siphonner une partie de l'électorat du Front National de l'époque, me semble aujourd'hui beaucoup plus compliqué pour Bruno Retailleau. C'est une autre époque, et il n'y avait pas des Jordan Bardella. Alors à gauche maintenant, on l'a évoqué rapidement, Flore, si on peut y revenir, on l'a dit, le NFP a implosé quelques heures à peine après les élections. On les a réentendus ces derniers jours, emmenés par Lucie Castet, qui n'a pas réussi à aller à Matignon. Une gauche qui revendique toujours, selon elle, le fait d'avoir gagné les législatives de l'an dernier, ce qui n'est pas tout à fait exact, et qui reste quand même engluée sur le problème. Jean-Luc Mélenchon ? Oui, tout à fait. Et puis d'ailleurs, ce rendez-vous emmené par Lucie Castet, qui voulait fédérer pour discuter d'une candidature commune à gauche, il manquait quand même Jean-Luc Mélenchon et Raphaël Glucksmann. Bon, on ne sait pas s'il sera candidat, mais toujours est-il qu'on en parle beaucoup à gauche. Donc, et aussi Olivier Faure, qui a été critiqué par une partie de son camp, puisque le PS est extrêmement divisé. Il y a quand même un front, enfin un groupe de socialistes anti-Faure qui a été réélu il y a quelques semaines à la tête du Parti socialiste, qui dit Olivier Faure s'est rendu à cette réunion finalement sans prévenir personne, et on n'en a même pas discuté. On n'a pas discuté de savoir si on voulait une candidature commune à gauche pour la présidentielle de 2027. Donc le PS est totalement divisé. Là, il y a encore eu des divisions hier sur le terme employé d'islamophobie. Ce même Olivier Faure qui était formellement opposé, puisque ce terme est parfois considéré comme utilisé par l'islam politique. Olivier Faure avait signé une tribune dans Le Monde en 2019 ou en 2022, je ne sais plus, disant que ce terme ne serait pas employé par les socialistes. Aujourd'hui, il dit le contraire. Terme aussi employé par les Insoumis. Donc c'est vrai que sur les Insoumis, Olivier Faure, il a un peu un double discours. Il dit non, au municipal, on ne s'alliera pas avec les Insoumis, mais en revanche, s'il y a des législatives, pourquoi pas, peut-être pour contrer le Rassemblement national. Pareil sur l'islamophobie, qui est un terme largement employé encore une fois par les Insoumis. On voit que là, Olivier Faure recule. Et du côté des anti-Faure, en revanche, c'est une levée de bouclier contre ce premier secrétaire du Parti socialiste. Donc c'est vrai que la gauche
En tout cas, si on reparle encore une fois de nouvelles législatives, la gauche n'a absolument aucun intérêt à retourner aux urnes maintenant, étant donné que le Parti socialiste apparaît quand même extrêmement mal en point, j'ai envie de dire. Une gauche divisée, voilà, surtout. Une gauche pas plus lisible que de l'autre côté de l'hémicycle. Encore moins lisible, parce que vraiment, encore, on parle beaucoup de tripartition, on en a parlé là déjà de la vie politique, mais aussi une tripartition à gauche. Il y a quand même les insoumis et les socialistes, les écologistes sont aussi assez puissants, mais on parlait tout à l'heure de l'absence de culture de coalition en France. Il s'est quand même passé une chose cette année d'assez remarquable, c'est le terme le bouger du Parti socialiste. À un moment donné, pour la première fois, un parti ouvertement dans l'opposition faisait preuve d'une sorte de bonne volonté en passant de façon officieuse un pacte de non-censure. Il y a eu des gestes qui ont été faits parce que François Bayrou avait mis les moyens au début, oralement en tout cas. Il y aura un conclave et il y aura ni totem ni tabou. Sous-entendu, la réforme des retraites, tout reste ouvert. Le PS a pris un énorme risque électoral en faisant ça. Un geste de responsabilité, ou un geste de trahison, ça dépend où on se situe, à gauche ou au centre, évidemment, mais en tout cas, il a pris un énorme risque. Et qu'est-ce qui se passe, en fait? C'est qu'il ne s'agissait pas que de faire rentrer le PS dans une coalition à l'allemande, à l'espagnole, à ce que vous voulez, pas du tout, mais c'était on ne censure pas et en contrepartie, on négocie sur quelque chose de fondamental, qui est revenu à l'ordre du jour, c'est la réforme des retraites, parce que là encore, on parle de péché originel sur la dissolution, il y a aussi la réforme des retraites qui a profondément abîmé, évidemment, la relation que l'exécutif pouvait entretenir avec une grande majorité des Français. Qu'est-ce qui se passe quelques semaines après? Premier ministre sort de façon débonnaire, un peu désinvolte, comme il en a le secret. De toute façon, il est hors de question de revenir sur les 62 ans. Vous avez un PS qui a le sentiment d'être roulé dans la farine et qui, à la fin du conclave, alors même qu'il a fait des gestes, je le répète, risqués mais importants, dit nous on dépose une motion de censure contre le gouvernement. Alors, là encore, mettez-vous à la place d'un électeur, c'est totalement illisible. Le PS fait un geste mais se trouve dans l'obligation tactique quelque part de censurer. Et les commentateurs, à juste raison, parlent de censure à blanc, de posture. Oui, c'est vrai tout ça, mais c'est un jeu et on voit bien que tout ça ne correspond pas à ce qu'attendent les Français. Le PS a fait ce qu'il a pu. Ça n'a pas fonctionné très bien. Aujourd'hui, il revient à gauche parce qu'il revient à gauche. La gauche, elle est fracturée, elle est divisée. Olivier Faure ou d'autres socialistes n'ont plus rien à dire à Jean-Luc Mélenchon en supposant qu'ils aient eu quelque chose à se dire à une époque. Mais il y a un cartel électoral, ça s'appelait la NUPES, ça s'appelle le Nouveau Front Populaire. Si la gauche est arrivée en tête sans gagner les élections législatives, c'est qu'elle avait présenté des candidats uniques dans les circonscriptions et c'est ce qui a permis qu'elle soit puissante aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Si la gauche se fracture et s'il y a plusieurs candidats de gauche aux prochaines élections législatives, en supposant qu'il n'y ait pas de proportionnel, c'est terminé. Le PS, il passe de 60 à 20 sièges. Idem pour la France insoumise. La gauche disparaîtrait presque du paysage parlementaire. L'union de la gauche, elle est efficace. Elle a été efficace pour des élections législatives. Et là, on l'a vu, y compris récemment, en 2024. En revanche, ce qui domine la vie politique française, ça reste l'élection présidentielle. Et là, il n'y a jamais de cas où la gauche a gagné une élection présidentielle lorsqu'elle était dominée par ses extrêmes, en l'occurrence Jean-Luc Mélenchon. Et là, le problème pour la gauche, c'est que le candidat, pour l'instant, le plus solide, et j'allais dire le favori à gauche, ça reste Jean-Luc Mélenchon. Et on sait d'ailleurs son talent pour mener à bien des campagnes électorales. Face à lui, vous avez un bloc extrêmement illisible, où vous avez un parti socialiste quasiment coupé en deux, un candidat qui pourrait être Raphaël Glucksmann, qui porte les couleurs de la social-démocratie et que Mathilde de Panot compare à Emmanuel Macron récemment. Et vous avez, et entre ces deux pôles, vous avez des dissidents de la France insoumise qui voudraient des primaires, qui feraient émerger par exemple François Ruffin. C'est une offre politique, d'abord, de plus en plus réduite, il faut le noter. Depuis quelques années, l'espace de la gauche se restreint peu à peu. Ils ont été sauvés par cette union, mais leur espace se restreint. Et puis c'est un espace extrêmement fragmenté, parce que je ne parle même pas du positionnement d'un Roussel, du positionnement des écologistes, où là aussi les divisions sont très très fortes. Donc vous avez une gauche en fait qui aurait intérêt à s'unir, mais qui est divisée. Et puis vous avez une gauche qui a malgré tout l'éléphant dans le magasin de porcelaine, qui est quand même Jean-Luc Mélenchon. En fait, le fonctionnement de l'Assemblée nationale, je ne vais pas faire de grandes découvertes, mais complètement phagocyté par la maladie française de l'élection présidentielle. Oui.
Totalement. Et en plus, là, on s'en rapproche de plus en plus, puisque c'est dans 2 ans. Emmanuel Macron, on le voit. Là, on voit qu'il essaye un peu de reprendre la main, le chef de l'État, après son retrait forcé, il y a 1 an, à la suite de cet échec de la dissolution. Il intervient au meeting des jeunes En Marche, pour les 10 ans, donc des jeunes qui soutiennent Emmanuel Macron, en leur parlant de l'avenir. En disant qu'il aurait besoin d'eux, mais il intervient, il parle beaucoup, mais pour dire quoi? On voit qu'il essaye de revenir sur le devant de la scène pour pas se faire oublier, parce que lui, Emmanuel Macron, c'est pas du genre à dire voilà, il reste 2 ans, je vais attendre que ça se passe et ils feront sans moi. Donc on voit sur l'entrisme, hier il y a eu un conseil de défense sur l'entrisme islamiste, c'est lui-même qui, à la sortie de ce conseil de défense, a donné les mesures qui allaient être mises en place, qui est quand même assez surprenant. Ça appartient au Premier ministre. Oui, voilà, c'est habituellement pas le chef de l'État. Voilà. Donc pour en revenir à l'Assemblée nationale, Pauline, votre question c'était qu'aujourd'hui elle est phagocytée par la présidentielle. Et d'ailleurs, ce qu'on remarque dans le bloc central, alors est-ce que c'est lié ou pas, c'est que les bancs qui leur sont alloués sont de plus en plus vides, régulièrement de plus en plus vides. Parce que déjà, ils ont un Premier ministre issu du MoDem, qui est quand même un groupe minoritaire à l'Assemblée nationale. Donc on imagine qu'ils ne se sentent pas tellement le besoin de soutenir et que ce bloc central est lui-même de plus en plus divisé et de moins en moins uni, en raison aussi de la présidentielle, que Gabriel Attal a des appétences, que Édouard Philippe l'a annoncé d'ores et déjà. Gérald Darmanin, il ne le dit pas, mais on le voit beaucoup dans les médias. Donc c'est vrai que tout le monde est là, les yeux rivés sur 2027, avec un Emmanuel Macron, encore une fois, aujourd'hui, qui est quand même assez inaudible, et sur la scène nationale, et même à l'international, ce qui n'était pas le cas il y a 6 mois. On va revenir sur l'international, mais pour parler d'Emmanuel Macron avec son propre gouvernement, là encore, je crois que les relations avec François Bayrou sont passablement mauvaises. On l'a entendu par médias interposés remettre les points sur les i avec Bruno Retailleau. C'est un président qui n'a pas de prise sur son gouvernement. Mais rappelez-vous, il se passe tellement de choses. À la fois, il se passe rien à l'Assemblée nationale, ou en tout cas, le système politique, est aujourd'hui bloqué, mais l'actualité politique, elle est riche tous les jours. On a déjà oublié, pourtant, ça date d'il y a quelques mois, des conditions absolument rocambolesques et presque de la nomination de François Bayrou, de la nomination du Premier ministre, signe d'affaiblissement du parti, du président de la République. Alors, le pouvoir jupitérien d'Emmanuel Macron, vous avez prévu de nommer Sébastien Lecornu à 6h du matin, et vous avez un de vos alliés qui rentre, un compagnon de route, je ne sais pas comment l'appeler, François Bayrou, quelqu'un qui vous a aidé quelques années auparavant, qui arrive et qui fait du chantage en disant c'est moi, ou autrement je vais pourrir la fin de ton, je ne sais plus quel était le verbe, mais je crois que c'était l'expression, la fin de ton mandat. Bon, signe d'affaiblissement du président de la République, mais aussi signe quelque part dès le début d'un affaiblissement pour François Bayrou. Il n'y a pas la légitimité d'une nomination par le président de la République, d'une nomination totalement voulue, elle est totalement subie, comme si c'était un régime de cohabitation. Alors il n'y a pas de cohabitation entre François Bayrou et lui, mais c'est l'époque Jacques Chirac imposant Édouard Balladur ou s'imposant lui comme Premier ministre. Donc à partir de ce moment-là, les deux apparaissent terriblement affaiblis et sous pression. Et ça n'a pas changé depuis. Et quand on voit aujourd'hui François Bayrou, à quel point son image est abîmée dans l'opinion, il y a eu plein de choses. Il y a eu ces maladresses du début, ces déplacements à Pau, c'est une certaine désinvolture, parfois des discours non préparés, des grands moments de silence gênants lors de la présentation de son discours de politique générale. Il y a eu l'affaire Bétaram, il y a eu toutes ces choses-là qui font qu'aujourd'hui, de toute façon, la légitimité de ce Premier ministre, elle est fortement remise en cause. Très concrètement, 3e Premier ministre en 1 an, François Bayrou, on l'a rappelé après Gabriel Attal, mais qui était sur la sellette, Michel Barnier, et donc François Bayrou, qui est en poste depuis la mi-décembre. Quel bilan concrètement? Évidemment, peu de textes passés au nom du gouvernement. François Bayrou, c'est le symptôme de l'immobilité du blocage du système, en réalité. Lui qui pourtant croyait et croit réellement à cette culture du compromis, de la convergence, s'aperçoit que ça n'est pas possible. Et c'est vrai aussi que les erreurs qu'il a commises, le malentendu sur le conclave, notamment en disant qu'il ne reviendrait pas sur les 64 ans, ça a été aussi quelque chose de très fort et de très préjudiciable pour lui. C'est un malentendu ou c'est une... Ah non, c'est pas un malentendu. Ouais. Je pense que... alors, je ne suis pas dans la tête de François Bayrou. Je ne sais pas si à l'origine, il avait prévu de mettre ce signal stop aux discussions du conclave. Ce conclave avait le mérite, me semble-t-il, un immense mérite, c'est-à-dire
d'abord remettre un peu au goût du jour le dialogue social qui avait été quasiment oublié depuis 2017, et puis surtout de remettre en selle la CFDT, qui pour moi est un acteur clé du débat, non seulement du débat social, mais du débat politique dans ce pays. Car il faut se souvenir, par exemple, qu'au moment de la crise des retraites, avant la crise des retraites, si Emmanuel Macron avait accepté une négociation avec la CFDT, premier syndicat de France, syndicat de négociation, je pense que l'évolution de la crise aurait été très différente. Donc il y avait là une fenêtre de tir, et malheureusement, on voit bien que personne n'a saisi l'occasion qui se porte. Parce que c'est trop tard, parce que le lien est trop abîmé. Oui, le lien, évidemment, il est très abîmé. Et effectivement, vous avez... je reviens là-dessus, mais le principe de la Ve République, c'est d'avoir un président rassembleur, qui a une légitimité, je dirais, au moins autour de 40% des Français. C'est plus le cas du tout. Ça n'était plus non plus pour François Hollande ni Nicolas Sarkozy à la fin de leur mandat. Mais ça n'est plus le cas du tout. Et puis, c'est d'avoir une majorité absolue. Qu'elle soit d'ailleurs une majorité absolue en cohabitation, où c'est l'opposition qui est majoritaire, ou en temps normal, lorsque vous avez un président fort. Et donc, dans un système comme ça, qui est conçu pour la légitimité de la présidentielle et une majorité absolue, mais vous avez une situation qui est totalement différente. Donc, on voit très bien, c'est le gros problème, nos élus, nos responsables politiques sont complètement désarmés et ne sont pas à la hauteur des enjeux, parce qu'il faut quand même rappeler avec tout ça, c'est que il y a la guerre aux portes de l'Europe, il y a un endettement colossal, il y a cette question des retraites qui n'a pas été finalement résolue. Enfin, je veux dire, les problèmes sont immenses, et vous avez ce blocage politique du fait, là encore, de la responsabilité, du manque de sens de l'État, finalement, de chacun des protagonistes. Par exemple, moi, il me semble qu'aujourd'hui, dans la logique des choses, précisément, Emmanuel Macron devrait se retrancher sur l'Aventin de la politique étrangère et de la politique internationale. Car il a perdu sa légitimité. Ce qu'il fait, le retour de Donald Trump au pouvoir lui a redonné un peu de carburant sur ce volet international. Il avait une possibilité là de jouer ce rôle, mais on voit bien... Le problème aussi, c'est que cette crédibilité internationale, elle est évidemment très amoindrie par son manque de popularité à l'intérieur. Donc, mais il avait au moins cette occasion, et comme l'a signé Flore, il réintervient dans le champ national. C'est trop fort pour lui. Il faut absolument qu'il joue l'hyper-président à la Nicolas Sarkozy. Non, ça n'est plus possible dans le contexte actuel, d'autant plus qu'il a un Premier ministre, on l'a dit, qui est finalement devenu... une sorte d'opposant. Voilà, on est dans une situation quand même très, très critique. Pour revenir sur le problème de rythme qu'évoquait Stéphane Zemsteg à l'instant, il y a une paralysie à l'Assemblée nationale. Peu de textes quand même d'importance ont été engrangés cette semaine. Pourtant, la vie politique est riche en rebondissements. On l'a vu encore dans le sujet de Sophie tout à l'heure, en petites phrases, en posture des uns et des autres. Et au-delà de tout ça, ou en dessous, je ne sais pas où le placer, un pays qui, bon an, mal an, continue d'avancer. Et voilà, c'est l'équation dans laquelle se trouve cette France, qui va devoir passer l'été et arriver à l'automne avec les négociations sur le budget. Vous l'avez dit, Pauline, continue d'avancer bon an, mal an jusqu'au budget, où là, ça va être quand même... un autre chemin de croix qui s'annonce pour François Bayrou et pour le pays aussi d'ailleurs. Ce budget, on voit déjà qu'il y a des lignes rouges dans tous les sens dès que le gouvernement émet une idée, l'année blanche, c'est-à-dire de ne pas indexer l'inflation, ne pas indexer sur l'inflation. Voilà, ça c'est une ligne rouge. Emmanuel Macron a reçu hier d'ailleurs le Premier ministre et des membres du gouvernement pour leur redire attention, pas de hausse d'impôts, qui est quand même un marqueur des deux quinquennats d'Emmanuel Macron qui font partie de son bilan. Donc ça, le chef de l'État l'a dit, c'est hors de question, il leur a rappelé, alors que ça avait encore une fois été évoqué. Et puis, c'est vrai qu'on voit des lignes rouges dans tous les sens, de la part du Rassemblement national, de la gauche et même du bloc central. Donc, oui, bon an, mal an, ça continue. On voit aussi que le Sénat fait vraiment figure de stabilité face à cette Assemblée nationale complètement illisible aujourd'hui, que le Sénat récupère des textes, que même des députés qui portent parfois eux-mêmes le projet de loi votent eux-mêmes des motions de rejet pour éviter le blocage. Enfin,
c'est quand même, je pense à la loi du plomb pour les agriculteurs, le député LR qui l'a porté a finalement fait voter par son groupe et a eu une majorité sur une motion de rejet. Donc le texte est reparti au Sénat. Ça a évité le blocage et des amendements déposés par la gauche. Donc oui, bon an, mal an, jusqu'au budget. Et là, si François Bayrou tombe, quid derrière du prochain Premier ministre qui sera confronté à la même Assemblée nationale? Ouais, qui pense, Stéphane Zumsteeg, qu'à l'automne, ça va bien se passer? Pas moi, en tout cas. Non, mais on voit mal comment, évidemment, compte tenu de ce qui s'est passé ces derniers mois, comment François Bayrou pourrait enjamber cette étape budgétaire, d'autant plus que... Donc sa fin est actée, sa fin politique en tout cas. Elle est probable. Voilà, après, mais tout dépendra. Mathématiquement, qu'est-ce qui se passe? Il faut que le RN ou le PS décide de ne pas le censurer. C'est pas les deux, c'est l'un ou l'autre. Compte tenu de l'expérience un petit peu malheureuse du PS, j'en doute fortement. D'autant plus que, là encore, le dogme de ne pas toucher à la fiscalité, c'est quelque chose qui irrite les élus, pas forcément les électeurs, mais en tout cas les élus de gauche. Les élus de gauche, ils vous expliquent assez traditionnellement que s'il y a des déficits, il y a des impôts à augmenter. Alors, pas des classes moyennes, mais enfin des plus riches et des entreprises qui font des super profits. Donc moi je ne vois pas comment... Et le RN, il y a un moment donné où la période de mansuétude à l'égard du gouvernement, il va falloir qu'elle cesse quelque part. Pourquoi le RN... C'était un peu la promesse de Marine Le Pen l'année dernière. Là encore, on a un électorat RN qui s'énerve de plus en plus. Marine Le Pen, on a bien vu, quand même, a réagi de façon très épidermique, et on peut le comprendre quand elle a été condamnée à cette peine d'inéligibilité. Le RN, les gens qui votent pour le RN, c'est pour faire chuter les gouvernements qui ne sont pas RN, tout bêtement. Donc on a toujours dit qu'il y avait cette quête de respectabilité, mais ça, ils l'ont réussi, le RN, quelque part. C'est fait. Le RN est devenu un parti, aux yeux des Français, presque comme les autres. Il y a toujours un front républicain, abîmé, certes, mais c'est un parti presque comme les autres. En tout cas, les gens qui sont à l'Assemblée et qui parlent au nom du RN sont des gens qui ont l'air raisonnables. Et en tout cas, c'est ce que nous disent les Français. Donc là, l'électorat attend que le RN passe la seconde. Mais oui, vous votez RN parce que vous voulez que les choses changent. Ouais. C'est facile, une fois qu'on a dit ça, mais il y a un moment donné, il faudra que le RN soit plus manifeste une réelle hostilité à l'égard de la politique menée, parce que qu'est-ce qui va se jouer au moment du budget? C'est la bataille du principal opposant. Qui est le principal opposant aujourd'hui en France? La gauche ou le Rassemblement national? Et c'est impératif pour un parti d'être considéré comme le principal opposant, parce que quand vous êtes le principal opposant, naturellement, automatiquement, vous devenez le déversoir d'une partie majoritaire de toutes les rancœurs, de toutes les hostilités. Le RN ne peut pas se permettre, notamment sur la bataille du pouvoir d'achat, de se faire prendre cette place par la gauche. Il y a des gens qui votent RN parce qu'ils ont tout tenté, très bien, mais s'ils se rendent compte que le RN s'institutionnalise trop, eh bien, je ne dis pas qu'ils repartiront ailleurs, mais en tout cas, ils pourront être abstentionnistes. Sachant que le glissement d'une partie de la droite républicaine vers le RN brouille les cartes sur qui est l'opposant de qui, Jean Garrigue. Oui, et j'ai un tout petit bémol, mais enfin, c'est juste une incertitude. Parce que on a beaucoup d'incertitudes. Voilà, mais au cas où le Rassemblement national jouerait la carte de la motion de censure à l'automne sur le budget, effectivement, il y gagnerait ce statut de principal opposant, c'est-à-dire, j'allais dire, de favori pour l'élection présidentielle. En revanche, on peut se demander si ça ne lui coûterait pas un tout petit peu du côté de cet électorat tangent et indécis de la droite républicaine qui le verrait à nouveau comme un fauteur de troubles et de désordre politique. Et cette idée de l'ordre, de la stabilité est quand même assez présente dans une partie, notamment la partie senior, on va dire, de l'électorat. Donc, je pense que ça va être un calcul assez subtil entre la volonté affirmée, déclarée maintenant du noyau dur du RN de jouer son rôle, sa carte d'opposant, et puis l'idée de ne pas s'aliéner forcément un électorat tangent qui sera bien utile, non seulement au moment des élections municipales, peut-être à Toulon par exemple, mais surtout au moment de l'élection présidentielle. Donc il y aura ce calcul, c'est peut-être la seule chance pour François Bayrou de passer l'obstacle du budget. Cela dit, dans l'état actuel des choses, on ne voit pas comment, ce qui est paradoxal d'ailleurs, parce que moi, il me semble précisément que ce que défend François Bayrou par rapport à la rigueur budgétaire, la nécessité de combler le déficit de l'État, c'est vraiment, d'abord, une de ses idées directrices, et puis c'est vraiment ce qui pourrait, je dirais, être le principal point cardinal de son passage à Matignon. Ce serait la seule chose vraiment importante qu'il aurait fait. Or, ce qui pourrait lui être crédité, je veux dire quasiment par l'histoire, eh bien, au contraire, c'est peut-être là-dessus précisément qu'il va tomber. C'est un petit paradoxe.
Et puis, Flore, pour conclure, pendant qu'on évoque les stratégies des uns et des autres pour non pas faire fonctionner l'Assemblée, mais se projeter sur la présidentielle ou avant ça les municipales, on oublie peut-être que les Français, déjà très échaudés par l'épisode de l'été dernier, des rebondissements et du fonctionnement en série de la vie politique, risquent peut-être au bout d'un moment de dire en fait, c'est fini, on ne va plus voter, on n'en peut plus. Mais c'est fort probable, encore une fois, parce que aussi ce Front républicain a, je pense, été décevant pour les électeurs qui sont déplacés en masse, qu'aujourd'hui, aller voter. Et puis, ce qu'on voit quand même, je trouve qu'on a du mal à lire aussi, quelle est l'idéologie des partis représentés à l'Assemblée nationale. Alors, du côté des extrêmes à droite et à gauche, on sent quand même vers quelle direction ils vont, mais c'est vrai que tout ce qui est même socialiste, centre, bloc central, macroniste, LR, sur Bruno Retailleau, voilà, il emprunte aussi parce qu'il est ministre de l'Intérieur les sujets d'immigration et de sécurité, mais sur l'idéologie et ce qui porte en fait chacun à l'Assemblée nationale, autre que les extrêmes, je trouve que c'est assez illisible. On a du mal à savoir quel projet, quelle idéologie les anime à l'Assemblée nationale. Et en effet, là-dessus, je pense que les Français sont comme nous, un peu complètement perdus et désorientés sur cet après-dissolution. Un an après, le constat est assez difficilement lisible et on ne sait pas trop, en effet, où vont ces politiques aujourd'hui. Voilà, illisibilité, ce sera donc le mot de cette émission et rendez-vous à la rentrée. Pas sûr que la pause parlementaire permette d'y voir plus clair. Merci infiniment, en tout cas, à tous les trois d'avoir ouvert quelques pistes de réflexion. Jean Garrigue, on vous lit dans Les Jours Heureux, quand les Français rêvaient ensemble chez Payot. Stéphane Zumsteg, merci beaucoup, directeur du département politique et opinion à l'Institut Sondage Ipsos. Flore Simon, vous êtes ici chez vous. Ce soir, c'est Mardi Politique avec Roselyne Fèvre et Dominique de Villepin. On se retrouve juste après la pause. À tout à l'heure.